Au nord-est des États-Unis, sur un territoire grand comme 2 fois l'Irlande, la Nouvelle-Angleterre se dresse comme une proue sur l'océan. C'est là que l'histoire américaine a débuté. Au milieu d'une entité formée par 6 États, le Massachusetts tire son nom de celui d'une tribu indienne de la nation Algonquin. Les premiers immigrants britanniques débarquent de leur bateau, le Mayflower, après un voyage agité. Ils posent le pied sur la côte à hauteur de Plymouth. Et en cette année 1620, ils n'imaginent pas qu'ils donnent naissance à la plus puissante nation du monde. Les Quakers, membres d'une secte persécutée en Angleterre, se réfugient dans la région dès le milieu du XVIIe siècle. Leurs maisons de bois inspirent encore le dessin des habitations contemporaines. Qu'elles soient établies en bord de mer ou à l'intérieur des terres, qu'elles se contentent de dimensions modestes ou qu'elles étalent leur opulence, ces maisons offrent un catalogue complet de l'architecture britannique. L'agriculture a joué un rôle fondamental dans l'économie de la Nouvelle-Angleterre jusqu'à la seconde moitié du XIXe siècle. À l'époque, 60% du territoire était cultivé. Mais la découverte de terres plus fertiles vers l'ouest incita les exploitants à partir. Aujourd'hui, les hautes technologies ont pris le relais à travers les équipements électroniques, les télécommunications, l'aéronautique et la mécanique de précision. En superficie, le Massachusetts représente le 9e de la Nouvelle-Angleterre. Il oppose des frontières intérieures parfaitement géométriques à une côte très découpée qui justifie le nom de Bay State, l'État de la baie. Boston, la capitale, a été fondée en 1630. Elle est devenue la métropole économique de toute la Nouvelle-Angleterre. Boston a été le principal port d'entrée aux États-Unis jusqu'au milieu du XIXe siècle. Depuis, la physionomie du centre urbain, le downtown, a beaucoup changé, comme dans la plupart des grandes cités américaines. Un terrible incendie ravagea le cœur de Boston en 1872. Les anciens bâtiments ont rapidement laissé la place aux buildings qui forment aujourd'hui le district financier. Comme San Francisco, Boston offrit pendant longtemps un profil très européen. Aujourd'hui, malgré la pression immobilière des banques et des compagnies d'assurance, les espaces de verdure sont respectés. Entouré de verre, on ne peut oublier l'arrivée massive d'immigrants irlandais à Boston au milieu du XIXe siècle, chassés de leur pays par une terrible famine. Même si l'architecture contemporaine imprime sa marque sur les murs de la ville, le passé n'est jamais très éloigné. La réplique d'un bateau anglais du XVIIIe rappelle l'épisode de la Boston Tea Party. En 1773, des colons qui protestaient contre la taxe imposée par l'Angleterre sur le thé montèrent à bord de 3 navires britanniques et balancèrent les ballots de thé dans les eaux du port. Cet événement, qui aurait pu n'être qu'anecdotique, lança en fait les hostilités qui allaient conduire à l'indépendance des États-Unis en 1776.
Le gouvernement du Massachusetts siégeait dans l'Old State House, surmonté par la licorne, symbole de la couronne britannique, avec le lion. La prospérité de la ville s'exprime dans le Faneuil Hall et le Quincy Market, deux halles très actives. Après l'activité, le repos ou le spectacle. Le plus dur dans le métier de magicien consiste à faire sortir quelque chose d'un chapeau. Mais les connaisseurs savent qu'il en sortira toujours un lapin blanc. Boston est une ville où il fait bon vivre. La brise en provenance de l'Atlantique rend la cité plus fraîche que New York, et derrière des apparences un peu austères se cache un vrai sens de l'accueil. Le calme et la décontraction des Bostoniens surprennent en de nombreuses circonstances. Et quand il faut attendre, eh bien, on patiente. Avec un peu plus d'un demi-million d'habitants, la ville a conservé une taille à l'échelle humaine. Il y a de la place pour chacun, bien que le Grand Boston rassemble tout de même 3 millions de personnes. À Boston, comme dans tout le Massachusetts, la répartition de la population selon ses origines n'est pas celle des États-Unis. Le pourcentage des gens de couleur ne dépasse pas les 5%, 3 fois moins que dans le reste du pays. 35% sont d'origine anglaise ou irlandaise. Et 10% possèdent des racines françaises. Dans le North End, le premier coup d'œil suffit à identifier les habitants. 14% des Bostoniens sont originaires d'Italie. Au pays du fast-food, les épiceries italiennes ne manquent pas d'adeptes. Ce quartier était le plus chic de la ville avant l'indépendance. Aujourd'hui, l'accent local y a pris de curieuses intonations. La décontraction des habitants et le nombre des débits de boissons ne doit pas faire oublier que la ville a été fondée par une secte de puritains à la morale très stricte. Un de leurs lieux de prière, Old North Church, est l'édifice religieux le plus ancien de Boston. La colline de la Lanterne, Beacon Hill, est un des quartiers les plus attachants de la ville. Les demeures appartiennent aux plus vieilles familles de la Nouvelle-Angleterre. La tranquillité des lieux est assurée. Avec ses enseignes ouvragées et ses galeries d'art, ses ruelles pavées et ombragées, ses impasses privées, toute l'architecture anglaise georgienne a importé ici ses façades néoclassiques de briques, de frontons et de colonnes éclairées par des réverbères au gaz. Tout en pilastres et en bow window, le quartier de Beacon Hill est un des plus prisés de Boston. Au sommet de Beacon Hill domine le siège du gouvernement de l'État, élevé à la fin du XVIIIe siècle et coiffé d'un dôme couvert d'or 24 carats. Au pied des gloires de l'État du Massachusetts s'étend le Boston Common, un parc dédié aux gloires nationales, dont George Washington, premier président des États-Unis. Un exemple à suivre pour les jeunes générations. Les Swan Boats, des bateaux cygnes propulsés comme des pédalos, évoluent dans le plus ancien parc public des États-Unis. Il a été fondé en 1634 sur l'ancien pâturage des fermiers de Boston. Au début du 19e siècle, les troupeaux y broutaient encore. Aujourd'hui, ce sont les rongeurs qui reçoivent des invités surprises. Il est très amical, il adore les gens et on peut le caresser sans crainte.
Tout le monde ne partage pas cet avis. À l'ouest du Boston Common, les rues du quartier de Back Bay, comme Newbury Street, forment le quadrillage parfait d'un espace voué à l'architecture victorienne, mais l'ensemble s'inspire des boulevards parisiens du milieu du XIXe siècle. Le très élégant Back Bay est installé sur des remblais qui ont comblé d'anciens marécages. Plus du tiers de la surface du vieux Boston est aménagé sur des terrains gagnés sur la mer ou les cours d'eau avoisinants. La quantité de galeries de peinture fait de Back Bay un des hauts lieux de la ville. Il faut dire que Boston s'enorgueillit d'un niveau de vie culturel plus élevé que le reste des États-Unis. Peut-être est-ce cette certitude qui donne aux Bostoniens une bonne part de leur tranquille assurance. Mais derrière la raideur apparente se dissimule une jovialité qui réchauffe les façades. Copley Square a été aménagé au XIXe siècle à l'abri de digues élevées contre l'Atlantique. À la même époque, le Trinity Church se dote d'une tour centrale d'inspiration baroque. L'environnement architectural de Copley Square étonne par la juxtaposition de styles très contrastés. Les références contemporaines se marient avec les flèches néogothiques de la New Old South Church. Le passé fuit dans les lignes vertigineuses de la tour Hancock, dessinée par l'architecte sino-américain Pei. C'est le plus haut gratte-ciel de toute la Nouvelle-Angleterre. Depuis 1975, il offre une vue saisissante sur la ville et sur ses principaux points de repère. Même s'il n'est pas très grand par la taille, le quartier de Chinatown, tout proche, abrite pourtant la 3e communauté chinoise des États-Unis. En quelques secondes, l'exotisme est au rendez-vous. Restaurants, boutiques et même cabines téléphoniques sont décorées aux couleurs et aux formes du pays de Confucius. Aux chinoiseries quelconques répondent les merveilles du musée des Beaux-Arts, dans le Cultural District, une des collections parmi les plus riches des États-Unis, alimentée par les plus grandes périodes de l'histoire de l'art mondial. Un bâtiment néoclassique du début du XXe siècle sert d'écrin à plusieurs œuvres majeures de peintres français, comme Monet, avec une des versions de la cathédrale de Rouen, ou encore avec le tableau Testament de Gauguin. Œuvre d'art englobant les autres, le musée s'est agrandi d'une annexe conçue par Pei. De John Copley, un peintre du XVIIIe, à l'art indien, le musée des Beaux-Arts rend aussi un vibrant hommage à la culture américaine. Le musée des sciences rassemble une bonne part de ce que la recherche scientifique a permis de révéler depuis la reproduction grandeur nature d'un tyrannosaure, la transformation d'une énergie en mouvement, une capsule spatiale et autres créations de la guerre des étoiles. Le musée de l'ordinateur rappelle tout ce que le progrès humain doit à l'informatique par la miniaturisation ou le jeu. Le musée du MIT, le prestigieux institut de technologie, propose notamment des démonstrations basées sur les phénomènes électriques. Et dans un bâtiment dessiné par l'omniprésent Pei, un célèbre enfant du pays, John Kennedy, revit, à travers ses archives et ses effets personnels. Et notamment le bureau que le 35e président des États-Unis utilisa à la Maison-Blanche.
En communion avec la mer omniprésente, les vieux docks de la ville ont été réhabilités. En 1987, un ensemble immobilier ambitieux y a vu le jour, incluant appartements, bureaux et hôtels de standing. Les anciens entrepôts portuaires reconvertis servent d'arrière-plan aux flottilles militaires et civiles. L'arche monumentale de Rose Wharf marque l'entrée d'une réalisation immobilière un rien pompeuse dans une ville si discrète. En fin de semaine, les vendredis et samedis, le Haymarket se fait l'écho des vendeurs à la criée. 5 pounds, $1 here. Pears, 3 pounds, $1.50. Mushrooms, 1 pound, $1. Les productions de fruits et de légumes représentent le meilleur de l'agriculture dont le territoire se réduit sans cesse. En effet, elle ne mobilise plus aujourd'hui que 6% des terres. En franchissant la Charles River et en se dirigeant vers le nord, on ne réalise pas forcément que l'on change de localité, même si les arbres se font plus nombreux. La ville de Cambridge jouxte en effet celle de Boston, dont elle fut longtemps la rivale. Les deux localités ont été fondées à quelques années d'intervalle, au XVIIe siècle. Mais autant Boston était bourgeoise, autant Cambridge était remuante. Elle est une des premières cités américaines où l'on prohiba la cigarette dans les lieux publics. L'environnement culturel et intellectuel de Cambridge est exceptionnel. Fondé en 1879, le Radcliffe College est l'équivalent de la célèbre université de Harvard pour les jeunes femmes. 40 prix Nobel comptent parmi les diplômés de cette université prestigieuse, fondée au XVIIe siècle et dont les armoiries, au fronton de l'école de commerce, montrent 3 livres ouverts. Pour son cadre et son enseignement, le Cambridge américain n'a rien à envier à son modèle britannique. Dans l'agglomération de Boston, il y a plus de 70 collèges et universités. On peut donner une explication historique. C'est dû à l'influence prépondérante des Quakers, qui, dès leur arrivée au XVIIe siècle, ont souhaité développer tous les moyens de transmission du savoir. Étudier à Harvard n'est pas à la portée du premier venu. D'abord parce qu'une année d'études coûte en moyenne plus de 35 000 $. Et ensuite parce que seuls les meilleurs étudiants sont acceptés sur base de leurs résultats antérieurs. Il y a 2 fois moins d'étudiants à Harvard qu'à l'université de Berkeley, en Californie. Harvard Square, à proximité immédiate du campus, est animé jour et nuit d'une vie où l'on débat de tous les sujets. Et peu importe les apparences, la lecture, la concentration et les échanges alimentent une vie intellectuelle exceptionnelle. Autre concentré d'intelligence et de notoriété mondiale pour la recherche scientifique, le fameux Massachusetts Institute of Technology, une école fondée en 1861 qui possède notamment son propre réacteur nucléaire. Comme la Silicon Valley, près des universités californiennes, toute la région bénéficie de l'environnement du MIT. Au nord-est du Massachusetts, 48 km de côtes sinueuses conduisent de Boston au Cape Ann, qui porte les villes de Gloucester et Rockport. En chemin, la ville de Salem trouble encore les esprits. À la fin du XVIIe siècle, plusieurs jeunes filles de la cité furent atteintes de comportements hystériques que l'on attribua à 3 sorcières. Celles-ci furent arrêtées et emprisonnées pour magie noire. Malgré la répression sommaire et l'intervention de l'Église,
les manifestations mystérieuses ne cessèrent pas. La folie paranoïaque et les délires collectifs emportèrent toute la population. Le gouverneur de l'État organisa alors un procès expéditif, au terme duquel 19 accusés furent pendus. Jean-Paul Sartre adaptera la pièce Les Sorcières de Salem d'après une œuvre originale d'Arthur Miller. Aujourd'hui, 700 sorcières sont officiellement recensées à Salem et vivent des retombées économiques de l'histoire. Mais comment sait-on que l'on est sorcière ? J'ai toujours su que j'étais une sorcière depuis que je suis une enfant. Je le sais, un point c'est tout. Beaucoup de gens ne veulent pas se rendre compte de leur pouvoir ou de ceux des autres. Il suffit tout simplement de travailler pour exploiter enfin ces fameux pouvoirs. En fait, je crois que les sorcières sont partout. Beaucoup moins ensorcelantes, les petites bourgades de la côte ouvrent des ports charmants. Les maisons coquettes de Gloucester forment un refuge tranquille à l'abri de petites criques très prisées par les Bostoniens le week-end. La ville se flatte d'être historiquement le premier port de la côte est des États-Unis. Le monument élevé à la mémoire des marins disparus en mer ne peut faire oublier l'animal emblématique de l'État, considéré jadis comme un plat de pauvres, le homard. La mauvaise gestion des bancs de poissons, longtemps considérés comme inépuisables, a provoqué la récession de la pêche. Heureusement, les couleurs et la lumière de l'Atlantique offraient encore des ressources pour les artistes, les résidents et les baigneurs, même si la température de l'Atlantique en été n'a rien de tropical. Ne pas quitter sa voiture, ou plutôt son bateau, c'est encore la meilleure façon de se mettre à l'eau. L'emblème du village de Rockport est une cabane de pêcheurs qui a inspiré d'innombrables peintres devenus les maîtres des lieux. En effet, les galeries d'art se comptent ici par dizaines. Elles côtoient les restaurants et les boutiques de souvenirs qui font de cet ancien village de pêcheurs un des endroits les plus visités de la côte. À Essex, tout le monde en pince pour le homard. Dans cette région, les rivières intérieures rejoignent l'océan Atlantique. Pour l'atteindre, il suffit de se laisser porter par le courant. Chez les nombreux antiquaires du Massachusetts, on ne se trompe pas non plus. Ce sont des professionnels, et certains fournissent tout le matériel nécessaire pour suivre la piste des Indiens. Cette fameuse piste, la Mohawk Trail, débute à Fitchburg et conduit à Williamstown. C'est aussi l'accès à l'ouest du Massachusetts à travers un décor verdoyant. Les grasses prairies à l'ouest de l'État sont traversées du nord au sud par un cours d'eau qui prend sa source à la frontière canadienne, le fleuve Connecticut. Les premiers colons français se sont aventurés dans la partie centrale de l'État, à hauteur de la petite ville actuelle de Greenfield. Leur progression était rendue difficile sur des terres sauvages où ils ne possédaient absolument aucun repère.
Leur détermination allait pourtant être récompensée. De nombreux sentiers indiens parcouraient en effet le territoire. Ils avaient été tracés par les Mohawks, un groupe d'Indiens originaires de la région de New York. Leur résistance à la colonisation fut vaincue par les luttes intestines et les maladies importées par les Européens. La Mohawk Trail est l'un de leurs sentiers tracés depuis des siècles pour le transport des marchandises. Une route est-ouest emprunte son parcours à la mémoire de cette tribu fière, membre de la puissante confédération des Iroquois. En partie parallèle à la route, la Deerfield River est un affluent du Connecticut. Son tracé est perturbé par un massif granitique dans lequel l'eau s'est livrée à un surprenant travail d'érosion. Un lieu original pour faire des connaissances. Dans la localité de Shelburne, sur un pont qui enjambe la Deerfield River, la municipalité entretient des plantes vivaces à foison. Les motifs floraux, comme ceux des digitales, ont inspiré les artistes de la région et notamment les verriers dans la tradition de l'art nouveau au XIXe siècle. L'artisan façonne le verre à chaud en utilisant un four. Il se sert à la fois d'une canne dans laquelle il souffle, mais il exploite aussi la force centrifuge et la rotation de la pièce sur l'établi. La vitesse d'exécution est déterminante. Au terme de la Mohawk Trail, la localité de North Adams, près de l'État du Vermont, se flatte d'être la plus petite ville du Massachusetts. Elle a été fondée dans la deuxième moitié du XIXe siècle et bon nombre d'immigrants polonais, italiens ou irlandais y ont trouvé refuge. Aux confins du Vermont et de l'État de New York, le relief s'accentue pour donner au Massachusetts son point culminant. Le mont Greylock, qui culmine à 1050 mètres. Sur l'autre versant du Greylock, Williamstown ouvre la région des Berkshires, nom générique couvrant l'ouest du Massachusetts, synonyme de forêt luxuriante et de douceur de vivre. Avec l'église comme image d'Épinal, la ville est fière de ses bâtiments néo-gothiques, néoclassiques ou georgiens, regroupés autour du Williams College. Williamstown recèle également un musée exceptionnel, le Sterling and Francine Clark Art Institute. Deux riches mécènes ont regroupé ici des tableaux de toutes les époques. Personne ne s'attend à découvrir, au cœur des forêts des Berkshires, une collection aussi impressionnante de chefs-d'œuvre signés Renoir, Corot ou Monet, entre autres. La passion de la danse est omniprésente chez Degas. Les Berkshires offrent verdure et quiétude aux nombreux citadins du Massachusetts et des États voisins. Les aristocrates new-yorkais y achetaient des maisons somptueuses malgré leur isolement dès la fin du XIXe siècle. L'océan végétal et la grandeur de la nature sauvage ont inspiré de nombreux artistes, peintres et écrivains, dont l'imagination élargissait encore les frontières de l'État. La faune et la flore de cette région rappellent celle du Canada tout proche. Les feuilles d'érable incendient la forêt de couleurs vives pendant la saison d'automne. Entre le jaune paille et l'ocre foncé, la nature livre un spectacle grandiose sur des kilomètres à la ronde. Les saisons sont bien marquées dans toute la Nouvelle-Angleterre et les pentes des Berkshires offrent un enneigement de qualité pour la pratique du ski alpin.
L'été est la saison privilégiée pour faire connaissance avec l'une des plus anciennes communautés du Massachusetts, dans le Hancock Shaker Village. Ici vivaient les Shakers, une des seules communautés utopistes à avoir connu un grand succès au moment de la naissance des États-Unis. Au départ, c'est un groupe religieux issu d'un groupuscule dissident de Quakers qui est arrivé à Pittsfield dans les années 1770. À sa tête, la mère Anne Lee était considérée comme l'incarnation féminine du Christ par ses fidèles. Les Shakers croyaient d'ailleurs à une seconde apparition de Jésus. Ils pratiquaient le célibat, les hommes et les femmes vivant de manière égalitaire mais séparément. Entre 1778 et 1836, une vingtaine de communautés Shakers se sont établies en Nouvelle-Angleterre, ainsi que dans les États de New York, du Kentucky, de l'Ohio et de l'Indiana, comptant jusqu'à 5000 adeptes. Pendant plus de 150 ans, les Shakers de Hancock ont vécu de leurs nombreuses activités, négoce de graines et d'herbes médicinales ou fabrication de paniers et d'objets en bois, par exemple. C'est en 1930 que la communauté a fini par se dissoudre. Pittsfield porte ce nom depuis le XVIIIe siècle en l'honneur de l'homme politique britannique William Pitt. La petite capitale des Berkshires rendait ainsi hommage à celui qui s'opposa aux mesures prises par l'Angleterre contre les États-Unis. Le chemin vers l'indépendance allait encore durer 15 ans, une histoire que l'on apprend dès le plus jeune âge à l'école. Avec ses coquettes maisons de bois, la localité de Lennox a choisi le nom d'un aristocrate anglais, le duc de Richmond, un autre ardent défenseur de la Révolution américaine. J'adore Stockbridge. Cette ville offre le meilleur de l'Amérique. Ainsi parlait le célèbre Norman Rockwell, révélé par ses illustrations pour la presse écrite. Il donne de l'Amérique une vision tantôt profonde, tantôt malicieuse, et ses œuvres ont été littéralement pillées par la publicité. Né à New York, Norman Rockwell mourut à Stockbridge en 1978, quelques années après son 3e mariage. Le musée a bénéficié de nombreuses aides, notamment celle du réalisateur Steven Spielberg. Vers la frontière avec le Connecticut, dans le sud, la ville de Springfield doit sa prospérité à une intense activité économique. Des dizaines de localités s'appellent Springfield aux États-Unis. Mais Springfield, Massachusetts, est de loin la plus ancienne car elle a été fondée en 1636. De nombreux immigrants lui ont donné son aspect cosmopolite. Près de la localité de Sturbridge, on remonte le temps à travers une petite bourgade typique de la Nouvelle-Angleterre, reconstituée dans le style des années 1830. Un musée vivant qui retrace l'histoire du village avec ses tâches quotidiennes et ses jeux d'enfants, garantie d'époque. Le soin de la reconstitution a été poussé jusque dans le détail des activités artisanales, comme le travail du ferblantier. Les femmes américaines ont remporté une victoire à Worcester, car c'est ici qu'eut lieu, en 1850, la première convention visant à leur accorder le droit de vote, 50 ans après la mort de George Washington. À la même époque, sur la côte au sud de Boston, le port de New Bedford connaissait une activité débordante. Il partait d'ici plus de baleiniers que de tous les autres ports du monde réunis. On chassait la baleine non pour la viande, mais pour la graisse qu'on transformait en huile pour l'éclairage. Le cachalot à grosse tête était recherché car sa graisse, en brûlant, ne dégageait ni fumée ni odeur.
Les dérivés du pétrole sauvèrent la baleine qu'on se réjouit de pouvoir encore observer au large des côtes. Le littoral de la Nouvelle-Angleterre se situe en effet dans le couloir migratoire de plusieurs espèces de cétacés avec ou sans dents, comme les baleines. Les baleines que nous pouvons observer se trouvent à 2 heures de bateau des côtes. Il y a différentes espèces dans ces eaux, mais les plus courantes sont les baleines bleues, les baleines grises et les baleines à bosse. Elles peuvent mesurer jusqu'à 22 mètres et pèsent entre 65 et 70 tonnes. Les baleines évoluent souvent près de grands plateaux sous-marins où elles trouvent leur nourriture. On a parfois la chance de les voir accompagnés de leurs baleineaux. Herman Melville écrivait dans Moby Dick que New Bedford était l'endroit le plus charmant où vivre en Nouvelle-Angleterre. Le sud-est du Massachusetts, à une centaine de kilomètres de Boston, comprend la baie de Cape Cod ainsi que les îles de Martha's Vineyard et de Nantucket. Ancienne communauté de baleiniers, l'île de Martha's Vineyard, en français le vignoble de Martha, est située à seulement 11 km des côtes. Cette Martha aurait été la fille d'un explorateur réputé. L'île a perdu la trace de la jeune femme. Aujourd'hui, un grand nombre de résidents appartiennent à la haute société américaine. La famille Kennedy passe traditionnellement ses vacances sur l'île. Edgartown est surnommée la Grande Dame de Martha's Vineyard pour ses maisons néoclassiques en bois. Le charme de l'endroit, particulièrement bien préservé, doit beaucoup de son authenticité et de son naturel aux maisons, propriété des capitaines de baleiniers qui faisaient escale ici. À quelques encablures, l'île de Chappaquiddick, Chappie comme disent les habitués, est réputée pour sa nature intacte, son lac au milieu des pins, son jardin botanique japonais très zen et son pont de bois. Dans le nord de l'île, le village de Oak Bluffs est peuplé de maisons victoriennes aux dentelles de bois, les Gingerbread Cottages. Le décor rustique de ces cottages, littéralement maisons pain d'épices, a été placé dans la première moitié du XIXe siècle par des méthodistes, rassemblés ici pour vivre leur foi en communauté. Aujourd'hui, les maisons s'achètent à prix d'or. Mais tout ce qui brille n'est pas or. Le puritanisme réglemente encore la vente d'alcool sur une île où poussait une vigne sauvage. Le terroir de Chicama est le seul vignoble qui soit encore exploité. Il produit un vin en quantité très limitée, une curiosité plutôt qu'un grand cru. Avec le vin de Canneberge, une baie rouge acidulée et des vinaigres aux herbes, la production de Chicama ne cesse de se diversifier. La joie de vivre dans un environnement privilégié se vérifie à Martha's Vineyard à travers les nombreuses galeries d'art à ciel ouvert. Le petit village de Menemsha a été entièrement construit dans les années 1970 pour les besoins du film Les Dents de la Mer. Le port est resté opérationnel et se destine encore à la pêche au gros. Sur les maisons en bardeaux de cèdre, on appâte les amateurs de sensations fortes. Mais on peut aussi se contenter de simples fruits de mer. Il ne faut pas oublier qu'on est au pays du homard, dont la capitale, bien entendu, est Lobsterville, la ville du homard. À l'extrémité occidentale de l'île, la côte devient plus sauvage et la végétation s'efface sous les vents dominants. La pointe est dominée par un phare arrondi en briques qui toise des falaises de sable, gravier et argile. La vigueur de l'Atlantique donne ici un spot de planche à voile très réputé.
Vers l'est, un ferry relie Martha's Vineyard à l'île de Nantucket, qui navigue à 40 km des côtes du Massachusetts. Le déclin de la pêche à la baleine dans la deuxième moitié du 19e siècle a bien failli vider Nantucket de ses habitants. En 30 ans, la population a en effet diminué de 60%. Heureusement, le développement du tourisme a inversé la tendance et en 1900, l'île était déjà présentée aux Continentaux comme une station balnéaire de prestige. La taille des maisons est parfois inversement proportionnelle à celle des bateaux. Mais le respect de l'environnement et l'emploi de matériaux originaux, comme les galets authentiques qui pavent les rues, donnent à la ville de Nantucket un charme indéfinissable. Sa fondation remonte au milieu du XVIIe siècle, non pas à l'initiative de pêcheurs, mais à celle de bergers et de fermiers immigrants. On a vite fait le tour de Nantucket, car l'île ne mesure que 22 km de long. Tout le littoral est ponctué de chemins d'accès à la mer et de petits plans d'eau. Sayasconset est un village photogénique aux maisons du XVIIIe siècle. La bourgade était peuplée à l'origine de pêcheurs qui ont fini par troquer la canne à pêche pour le club de golf. Le mouvement des bras n'est pas pareil, mais le bol d'air est identique, surtout quand il faut chercher la balle. À la pointe orientale de l'île, le phare Sankaty Head veille. Le cèdre canadien qui revêt les maisons vire au gris sous l'action des embruns. Un cordon de dunes protège à peine du vent nourri de l'Atlantique. Le calme de la plage de Wauwinet est régulièrement rompu par l'arrivée de véhicules tout-terrain. Ici, le mot tangage n'est pas qu'un terme marin. L'intrusion de ces engins n'est pas au goût de tout le monde, à commencer par les oiseaux de la réserve naturelle, toute proche. En prenant de l'altitude, l'île de Nantucket révèle ses contours harmonieux et sa curieuse forme de lagon polynésien. Au nord de Nantucket, l'île de Monomoy, littéralement gorgée d'eau, abrite elle aussi une réserve naturelle. Toujours plus au nord, le Cap Cod enroule une parenthèse longue de 110 km sur l'Atlantique, en isolant la baie des vents du large et en préservant les plages intérieures des agressions de l'océan. À l'extrémité du Cap Cod, protégé par un cordon de dunes, Provincetown, surnommée P-Town, est une ville qui ne cache pas sa différence. Une ville haute en couleur qui s'affiche comme la capitale des homosexuels de la côte Est. Ici, le mot couple a une signification particulière. Il n'associe pas forcément les deux sexes, mais il concerne toutes les professions et toutes les races. À Cape Cod, on affiche ses convictions en toute liberté. L'abondance du poisson est à l'origine du nom de Cape Cod. Cod signifie morue en anglais. Les marins ont longtemps constitué la seule population du Cap. Ceux du Mayflower d'abord, qui jetèrent l'ancre en 1620 dans leur découverte de l'Amérique. Ils en partiront pour trouver un site moins exposé.
Sandwich est la plus ancienne ville du Cap Cod et son musée de l'automobile en atteste. On y trouve une Duesenberg vert et jaune, construite spécialement pour l'acteur Gary Cooper, et une trentaine d'ancêtres, fierté des constructeurs américains. De l'autre côté de la baie, la statue du chef indien Massasoit rappelle que la tribu des Wampanoags a reçu pacifiquement les premiers colons anglais. Un village indien a été reconstitué près de Plymouth après des recherches historiques et archéologiques minutieuses, notamment sur les vêtements de peau et les embarcations formées de troncs évidés. Les maisons du village des colons sont couvertes de chaume. Du four à pain commun à tous les habitants du village et jusqu'aux cisailles pour tondre les moutons, l'environnement des pères pèlerins débarqués du Mayflower a fait l'objet d'une étonnante réactualisation. En associant même l'ennemi anglais, cette passion du passé atteint son point culminant le 4 juillet. À Boston, de grandes manifestations marquent l'anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Très dignement, malgré la chaleur estivale, la ville organise une grande parade dans laquelle tous les corps de l'armée américaine sont passés en revue. La marine rend hommage à la ville portuaire dans un défilé où les différents corps d'armée rivalisent de prestance. En un éclair, on se retrouve 3 siècles en arrière. Le public, attentif, apprécie la caution historique apportée à la reconstitution des musiques, la concordance des armes et la couleur des costumes. À ciel ouvert, c'est un véritable musée qui livre ses collections. Le Chowder Fest se déroule aussi le 4 juillet à Boston. Le public désigne l'établissement qui a préparé la meilleure soupe de poisson. Le secret d'une préparation réussie tient dans le choix des espèces, dans les épices et dans un petit quelque chose qui n'échappe pas à l'oncle Sam. Terrific, great stuff. Great stuff. Well, I'm on the line of Cuba playing round here. Well, I'm on the line of Cuba playing round here. Well, I don't care what you allow, I'm gonna play my tuba anyhow. I'm on the line of Cuba playing round here. Du côté de la Charles River, des centaines d'embarcations rappellent que les premiers arrivants sont venus par la mer et qu'au pays de l'automobile, la patrie doit tout à l'océan. Des embouteillages monstres saturent la petite rivière. À moins de prendre le large, il vaut mieux se réfugier sur les rives, mais chaque mètre carré est compté. Les couleurs nationales se déclinent de toutes les façons. L'organisation américaine ne laisse rien au hasard. Surtout pas le respect de la loi qui interdit de consommer de l'alcool dans un lieu public. La Terre continue de tourner, mais l'Amérique est un peu tête en l'air ce jour-là. Et quand la Charles River redevient fluide, quand le soleil fourbu passe le relais aux lumières de la nuit, l'ambiance monte encore d'un cran.
Toutes les étoiles du Massachusetts montent alors au ciel, en souvenir de celles qui ont marqué le premier drapeau américain. Il faudra que le jour pointe pour que le Massachusetts reprenne son histoire tranquille.